Et rebonjour, chers étudiants, et nous voici déjà dans les rappels, donc dans les rappels sur ces oscillations mécaniques. Et tout d'abord, nous allons voir ce qu'est qu'un oscillateur non amorti. Donc en physique, un oscillateur est un système évoluant de part et d'autre d'un équilibre stable. On distingue plusieurs types d'oscillateurs, selon leur fonctionnement et leurs effets. Les exemples les plus courants proviennent de la mécanique classique, un pendule par exemple, ou un système masse-ressort, et de l'électricité. Mais on les retrouve aussi dans tous les domaines de la chimie et de la physique, et notamment en mécanique quantique. On le verra par après dans d'autres modules. Donc un oscillateur libre, sans excitateur extérieur, c'est-à-dire un oscillateur qu'on laisse osciller librement, possède une fréquence propre, F0, qui dépend de paramètres internes du système, comme la longueur du fil pour un pendule, la raideur du ressort pour un ressort, etc. Son équation du mouvement d'un tel oscillateur mécanique est sinusoïdale. La forme générale, c'est la perturbation, U de t, c'est U0 plus A fois sinus 2πf0t plus phi. Alors, on voit ici dedans ce à quoi correspondent les différentes notations. Donc U0, c'est ici le terme autour duquel on va osciller. D'accord? C'est la valeur autour de laquelle on va osciller. U0, c'est une espèce de base autour de laquelle on oscille. Si U0 est égal à 0, eh bien on aurait une sinusoïde comme on a l'habitude en mathématiques qui oscillerait autour de l'axe des X directement. D'accord? Ici, on est un petit peu plus haut. Donc ça oscille autour de la valeur moyenne ici de U0. Voilà. A, c'est ce qu'on appelle l'amplitude, qui est là. C'est le maximum par rapport à U0. Il est aussi représenté ici en vert. 2π, ben vous connaissez, c'est exprimé en radians, c'est pi comme on le connaît. F0, c'est la fréquence propre. La fréquence propre, elle est définie comme l'inverse de la période propre ici. Et la période propre, c'est la période dans le temps qui sépare deux minima successifs ou deux maxima successifs ou deux points qu'on appelle de même phase. C'est-à-dire deux points qui sont au même endroit dans une descente, par exemple. Ici et là. Voilà. Donc la grandeur U, quant à elle, elle peut être différentes choses, suivant ce qu'on considère. Donc ça peut être la position X d'une masse attachée à un ressort. Donc si je regarde ici une masse attachée à un ressort, je tire sur le ressort, d'accord? L'allongement X augmente, et puis je lâche le ressort, boum, il va faire ceci, d'accord? Et donc X va varier, d'accord? Dans ce cas-là, U, ça peut être la position X de la masse attachée à un ressort. Si je prends un pendule et que je l'écarte de sa position d'équilibre, donc à la verticale, ici, hop, U, ben, ça peut être l'angle θ de lequel j'écarte. Et donc je l'écarte au repos, je le lâche, hop, le pendule aussi, d'accord, jusqu'à finir par s'arrêter s'il y a des frottements. D'accord? Donc U, dans ce cas-là, peut être égal à θ. Le facteur 2πf0 qui est là permet de rendre la fonction sinus périodique de période 1 sur f0. C'est ce qu'on appelle la pulsation, 2πf0. Et souvent on le note oméga 0. U0, c'est la valeur de U lorsque le système est dans sa position d'équilibre stable. Le plus souvent, cette valeur est nulle. Comme je vous le disais, si U0 est nul, on se ramène à une sinusoïde classique comme on voit en mathématiques et qu'on utilise très souvent. A est l'amplitude du mouvement et phi, c'est ce qu'on appelle la phase. Elle dépend de la position du système à l'instant t égale 0. Donc si à l'instant t égale 0, je suis écarté par rapport à la verticale, j'aurai une certaine phase. Si j'étais ici, j'aurais une autre phase, et ainsi de suite. Alors, l'énergie mécanique. On a vu dans un module précédent l'énergie. C'était dans le chapitre de mécanique où on a vu les forces, etc., etc. Donc un système oscillant transforme son énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur. Rappel, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz. Et ou en énergie élastique pendant une phase de son mouvement. Puis ce système oscillant effectue la transformation inverse pendant l'autre phase. Si les frottements sont négligeables, l'oscillateur est dit non amorti et son énergie mécanique reste constante. Dans le cas contraire, s'il y a vraiment des frottements, ce qui est toujours le cas dans la réalité, eh bien on parlera d'un oscillateur amorti. Donc lorsque les frottements ne sont pas négligeables, il y a relaxation de l'oscillateur finit par s'immobiliser plus ou moins rapidement,
dans sa position d'équilibre stable. Donc voici maintenant le cas d'une relaxation pseudo-périodique. Si les frottements sont relativement faibles, il y a des oscillations, mais d'amplitude décroissante. Donc le système aussi, il oscille, mais en réduisant son intensité, son amplitude, pour être plus correct. D'accord? Donc imaginez ici un pendule, vous le lâchez ici d'un certain angle par rapport à la verticale, il ne va pas continuer indéfiniment ainsi en règle générale, parce qu'il y a des frottements. Donc ce qu'il va faire, c'est diminuer au fur et à mesure, jusqu'à s'arrêter. Et ce mouvement, c'est ceci. Si l'amortissement est faible, la période T de cet oscillateur amorti est proche de la période propre qu'il aurait s'il n'était pas amorti. D'accord? Donc, la période ne sera pas la période propre, mais quelque chose de proche, ce qu'on appelle une quasi-période. Si par contre la relaxation est telle qu'elle devient apériodique, c'est-à-dire que les frottements sont forts, alors l'oscillation disparaît. C'est ce qui se passe ici. Si les frottements sont suffisamment importants, la relaxation n'est plus périodique et donc on observe ici un amortissement assez violent. À la place d'osciller, si vous voulez, je reprends l'exemple de mon pendule, à la place de l'écarter de la position d'équilibre et de le relâcher et qu'il oscille, ce qui se passe, c'est que je l'écarte de sa position d'équilibre et boum, il se relaxe en une fois. C'est comme si vous voulez, je relâchais ce pendule tout en étant dans l'eau. Eh bien, avec les frottements qu'il y a dans l'eau, le pendule écarté de sa position d'équilibre, il reviendrait, pouf, à la verticale et puis il ne bougerait plus. Hein, il serait relaxé en une fois. Voilà. Alors, l'énergie mécanique, dans ce cas, eh bien, on n'a que les frottements dissipent l'énergie mécanique de l'oscillateur. D'accord? Donc, l'énergie mécanique se transforme en fait en énergie thermique. Alors, les oscillateurs, ils ont ceci d'intéressant, c'est qu'ils permettent de mesurer le temps. Le fait que les oscillateurs non amortis aient une fréquence propre peut servir à mesurer le temps. La présence de frottement, par contre, entache d'erreur cette mesure du temps. Donc si on veut faire des systèmes qui mesurent convenablement le temps, il faut qu'ils soient autant non amortis que possible. Alors, les horloges mécaniques qu'on peut considérer sont basées sur un oscillateur mécanique, un pendule, un ressort, pour mesurer le temps. Elles peuvent être assez précises, quelques secondes par jour d'erreur. L'expression qui donne la période propre d'un pendule de longueur L est T0, c'est 2π fois racine de L sur G. Donc L, c'est la longueur du pendule, et G, comme d'habitude, c'est l'intensité du champ de pesanteur. Voilà. Et celle d'un ressort de masse M et de raideur K, eh bien la période propre dans ce cas-là, ce sera 2π fois racine de M sur K, où M est la masse exprimée en kilogrammes, et K est la constante de raideur. Voilà, donc prenez bien note de ces formes-là, ça veut donc dire que la période propre d'un pendule augmente avec la longueur du pendule, et la période propre d'un ressort augmente avec la masse du ressort. Et elle augmente, non pas linéairement avec ça, mais sous forme d'une racine carrée. Ok, donc il y a d'autres oscillateurs qui peuvent être plus précis que ces horloges mécaniques, et c'est ce qu'on a par exemple pour les horloges à quartz. Donc là, c'est des horloges qui sont basées sur la mesure de la fréquence de vibration d'un cristal de quartz. Elles sont beaucoup plus précises que les horloges mécaniques. Ici, il y a une erreur de quelques secondes par mois seulement. Enfin, on a des horloges atomiques, beaucoup plus complexes. Elles sont d'une précision extrême et permettent notamment des expériences de validation de la théorie de la relativité d'Einstein, ou même une meilleure géolocalisation par GPS. Alors la théorie de la relativité d'Einstein, nous verrons un peu plus tard ce que c'est, et la meilleure géolocalisation par GPS, ça vous savez ce que c'est. La plus précise à ce jour, en 2015, commet une erreur inférieure à 1 seconde sur 15 milliards d'années, ce qui n'est pas mal du tout. Voilà. Eh bien, avec ceci, nous en avons fini avec les rappels sur ces oscillateurs. Hein, vous voyez, ce n'était pas très long aujourd'hui. Donc, faites bien vos fiches qui résument tout ça, d'accord, pour être prêt le jour J. Et puis, on se revoit alors pour la suite dans le quiz. À tout de suite.